intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. 5 ans depuis ce choc mondial de la COVID-19. Et qu'est-ce qu'on en retient? Il y a un collectif de professionnels de la santé qui vient de publier un ouvrage assez unique et je voulais vous en parler. Ça s'intitule « Se soigner ». Ça parle de la valeur thérapeutique de l'art dans le milieu de la santé et c'est surtout l'occasion de demander à des travailleurs de la santé comment ils ont vécu de l'intérieur cette épidémie épouvantable dont on commençait tout juste à se remettre avant qu'un autre virus nous frappe, le virus Trump. Et c'est un beau projet. On peut vous montrer, d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent sur Cube Télé, l'ouvrage est vraiment très, très beau. Il y a plein de dessins qui ont été faits par des travailleurs de la santé. Et sincèrement, ça nous montre à quel point l'art, effectivement, est thérapeutique. Et quand des mains se joignent, quand des cœurs se rencontrent, quand des voix se parlent, quand des bras se tendent vers l'autre, c'est l'occasion de se rappeler qu'on est humain. Et cette humanité, c'est le projet du Dr Joseph Dayen qui voulait la rappeler. Merci beaucoup d'être là, Dr Dayen. Merci de l'invitation. Intensiviste au CIS de Laval, professeur adjoint de clinique à l'Université de Montréal, un médecin que je connais bien. On s'est souvent parlé, Dr Dayen. Vous êtes suivi, je le rappelle, par plus de 70 000 personnes sur TikTok parce que c'est important. Vous faites des capsules santé. Et alors ça, c'est le fun parce que ça rejoint les jeunes. On vient de parler de santé sexuelle pour les personnes âgées, mais également pour les plus jeunes. On se disait avec Isabelle Perron, ma collaboratrice, qu'il y avait très peu d'éducation sexuelle. Alors, c'est l'occasion de parler de ces sujets-là, entre autres, dans vos capsules. Mais là, votre projet Se soigner, c'est particulier parce que, d'abord, dire que ça a été dur pour tout le monde, je veux dire, c'est un euphémisme, il n'y a pas de mots pour décrire ça encore aujourd'hui. Mais ça a été, puis on a tendance peut-être à l'oublier un peu, ça a été très, très dur pour les travailleurs de la santé que cette pandémie. Oui, je pense que les gens oublient qu'il y a eu plusieurs phases durant la pandémie. Ouais. Il y a eu la pré-pandémie, l'anticipation, la peur de mourir, parce qu'on voyait ce qui se passait en Chine, on voyait ce qui se passait en Italie. Et là, pour la première fois de la vie de plusieurs travailleurs de la santé, ils se sont dit, coudonc, je vais-tu mourir à juste aller faire ma job? Ça, c'est quelque chose. Ensuite, la pandémie s'est installée, on a vu des gens mourir, on a pris soin des patients, on les a accompagnés. On a vu aussi le sentiment d'impuissance de ne pas être capable de soigner des gens à l'extérieur de l'hôpital, parce qu'on a dit à tout le monde, les hôpitaux débordent, restez chez vous, puis on savait qu'on allait en payer le prix à un moment donné, puis on est en train de le voir. Puis, il n'y a comme pas eu de période où on s'est arrêté pour dire, OK, on peut-tu faire un debrief sur ce qui est en train de se passer ou ce qui vient de se passer? On a rapidement voulu tourner la page. Ouais. Puis oublier la pandémie. Les gens ne veulent pas entendre parler de la pandémie. Là, je viens vous présenter un livre où on va se replonger dans les souvenirs de pandémie. C'est pas vendeur, c'est pas plaisant, mais c'est important de faire l'exercice. Je pense que les 33 travailleurs de la santé qui ont produit une œuvre pour ce collectif-là, eux autres, ils se sont dit, je veux pas tourner la page, je veux écrire une nouvelle page. Justement, puis il y en a plusieurs là, qui témoignent et les témoignages sont vraiment très, très touchants. Et il y a Elisa Pucella qui est médecin conseil à la direction de santé publique de CIS de Laval puis qui explique donc son travail. Et surtout, elle dit, et ça m'a vraiment touchée, elle dit la pandémie, ça a été une épreuve collective. On a tous souffert de ses effets de près et de loin. On a aussi vécu des grands moments de solidarité à travers cette adversité. Il y a quelqu'un d'autre qui parle de culpabilité. Et de la culpabilité, vous l'avez un peu abordé là, tout à l'heure, mais la culpabilité de savoir qu'il y a des gens qui allaient mourir, puis qu'on était limité dans notre approche, puis qu'on était obligé de faire des choix douloureux. Cette culpabilité-là, est-ce qu'on tourne la page aussi là-dessus ou elle reste, vous diriez? Elle doit rester, parce que sinon, comment est-ce qu'on apprend pour faire face ensuite à une prochaine crise? L'oublier, c'est pas humain. Quand, je pense, moi j'ai pour dire, on dit toujours, une fois qu'on quitte l'hôpital, tout ce qui s'est passé, là, ça doit rester à l'hôpital. Mais ça, c'est le pire conseil qu'on peut donner à quelqu'un. Puis la même chose pour ces épreuves-là, j'y crois, parce que comme humain, on apprend de nos échecs. Tu sais, si jamais, à un moment donné, il y a quelque chose qui va pas bien, on a tous été à l'école, on a tous coulé un examen, ça reste pas à l'école. T'as pas envie de faire le party la fin de semaine. C'est la même chose, je pense, avec nos épreuves. Je pense qu'il faut s'en rappeler. Tu sais, nous, vous avez mentionné un petit peu la culpabilité de pas être capable de soigner tout le monde, mais il y a aussi beaucoup de culpabilité au début de dire,
on va protéger la société en laissant pas, disons, les journalistes, les caméras rentrer dans les hôpitaux. On avait peur que si jamais un journaliste ou un caméraman mourait parce qu'il est rentré dans les hôpitaux, on se disait, lui, sa job, c'était pas de sauver des vies. Là. Nous, on l'a pas pris comme ça. On s'est dit, on veut pas que personne sache. Exact. Vous vous souvenez au début? Je sais. Ouais. C'est ça mon regret, c'est que je pense que là, les gens ont dit, ça n'existe pas. Ouais. Puis nous, on est des acteurs. C'est ça. Les médecins. Ouais, c'est fou. Et je pense que ça, il y a un regret. Ça a peut-être contribué un petit peu au scepticisme dans la population. On ferait les choses différemment, vous pensez, aujourd'hui? Oui, puis je pense que l'autre culpabilité, c'est qu'on n'a pas laissé rentrer des journalistes, mais on n'a pas aussi laissé rentrer des familles. Bien, surtout il y a des ça. gens qui sont morts seuls. Tu sais. Mais ça, là, quand je vous dis, est-ce qu'on ferait les choses différemment aujourd'hui? Vous, comme médecin intensiviste, qu'est-ce que vous recommanderiez? Là? Imaginons, puis je veux dire, on n'est pas dans la science-fiction. Là. Ça se peut que ça arrive encore de notre vivant, là, une autre affaire comme ça. Est-ce qu'on a à ce point appris de la pandémie pour dire la prochaine fois, là, on ne va pas empêcher à une famille d'aller voir son proche dans un CHSLD qui est en train de mourir. On ne va pas empêcher des parents d'aller voir leur bébé malade. Est-ce que vous êtes convaincu qu'on va faire vraiment les choses différemment? La réponse est non, mais la raison pour laquelle la réponse est non, c'est parce que la prochaine pandémie ou la prochaine crise ne va pas nécessairement avoir le même profil que la COVID. Tu sais, la COVID-19, elle a... Puis là, ça va avoir l'air terrible, ce que je veux dire. Mais elle a peut-être pas tué assez de jeunes dans la mesure où ça n'a pas fait assez peur à la société pour que maintenant on ait ce genre de conversation-là. On aurait une conversation complètement différente si ça avait été comme la pandémie de 1918, de l'influenza, où des familles étaient décimées complètement. Ben, là, à ce moment-là, on aurait dit, c'est sûr qu'il va falloir protéger certaines personnes. Donc, la prochaine pandémie, ça va dépendre du profil de ce virus-là. C'est sûr qu'on a envie de dire on aurait dû être au chevet. Puis c'est la réponse naturelle. Mais je me garde une petite gêne scientifique de dire non, il va falloir analyser c'est quoi parce qu'on veut quand même... Ça serait encore pire si on se disait on a laissé rentrer quelqu'un, elle a attrapé un virus pour dire quelconque, puis elle est morte elle aussi. On se sentirait coupable aussi, là. Mais c'est intéressant, votre exemple des jeunes, par exemple. Puis on comprend, là... puis vous l'avez très bien dit, vous avez dit, c'est épouvantable de dire ça, mais c'est un bon exemple pour nous rappeler que, dans le fond, peut-être que parce que ce sont, entre guillemets, seulement des personnes âgées, on le dit, mais il y en a, moi j'ai entendu ça, on trouvait ça épouvantable que certaines personnes disent, même à un moment donné, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, il n'était pas en santé, il était à la veille de mourir. Il y a eu comme une acceptation, vraiment, à mes yeux, presque inhumaine de penser que parce que tu as 75 ans, là, à un moment donné, tu sais, c'est plus normal que tu meurs. Une déclaration classique, c'est le gouverneur du Texas à l'époque, là, en mars 2020, qui est même allé jusqu'à dire que les personnes âgées devraient se sacrifier, se laisser mourir pour laisser l'économie rouler, pour pas faire de confinement. C'est épouvantable. Et moi, quand je vois la déroute dans les enjeux, les soins et surtout dans les fonds, le financement des soins de santé au Québec, puis des fois, il y a même des professionnels de la santé qui le disent avec beaucoup de franchise. Éventuellement, on va être obligé de se poser la question. Est-ce qu'on continue de soigner jusqu'à ce qu'on meure, considérant, puis on a déjà eu cette conversation, vous et moi, que les 5 dernières années sont les plus coûteuses pour le système. Tu sais, un jeune, il ne coûte pas cher au système de santé, même si on voit que de plus en plus, il y a des jeunes qui sont malades plus tôt. Mais on s'entend encore que c'est les personnes les plus vieilles là, qui coûtent le plus cher. Fait qu'on va-tu devoir... Est-ce que ça va aller là? À un moment donné, on va dire, tu es trop vieux, là, regarde, tu as 62 ans, là, si tu veux. Je pense que la seule réponse, c'est si c'était à la suite d'un dialogue social, mais on n'a même pas ce dialogue-là avec la société. Il y a beaucoup de gens qui diraient, non, ça serait de l'âgisme, on ne peut pas juste dire après un certain âge, on ne te soigne pas. Mais ça, c'est comme la réponse spontanée. Pendant la pandémie, il y a eu comme, inconsciemment peut-être, parce qu'on ne veut pas que ça soit conscient, mais c'est ça qu'on a fait. Êtes-vous d'accord? Oui, je pense que les supporters en appui à une philosophie de on confine pas, on fait n'importe quoi. Eux, c'est parce qu'ils ont réalisé le profil un petit peu du virus, puis ils ont vu c'est surtout les personnes âgées qui décèdent. À peu près 98% des décès, c'était chez des patients âgés de 60 ans et plus. Mais on s'entend que 60, 65 ans, c'est pas vieux non plus, là. Je veux dire, on aime dichotomiser comme ça, mais
c'est quand même pas vieux. C'est des gens, des pères de famille, c'est des gens qui sont pas encore à la retraite. Puis il y a eu de ces gens-là qui sont décédés, qui ont été malades, qui ont été handicapés pendant très, très longtemps parce qu'ils sont restés aux soins intensifs pendant 3 mois. Ouais. Je veux dire, je sens un petit malaise que vous partagez également. En fait, je partage votre malaise de dire ça affectait les vieux, fait qu'on en a fait tout un plat. Exact. Puis je vais vous dire une affaire. Au début de la pandémie, là, on n'entendait pas grand monde chialer. Hein? Les gens avaient peur. Ouais. Les gens, au début, là, ils avaient vu un ophtalmologiste en Chine de 30 ans, 35 ans mourir. C'est vrai. Ils ont vu les camions qui débordaient de cadavres en Italie. Puis ils disaient, oh, si ça va rentrer, Les ça, sacs, à Québec. Là, les body bags, là, les sacs, ouais. On n'avait pas des antivax, là. Ouais. Les gens, tout d'un coup, là, ils voulaient là, qu'on soit soigné puis qu'il y ait de la prévention, tout ça. Puis là, plus tard, après la première vague, quand les gens ont vu que c'était des patients plus âgés, ils se sont dit, ça m'affecte pas, fait que moi, je veux revenir à une vie normale. Est-ce que vous diriez que les anti-vaccins, justement, c'est des gens qui se disaient, finalement, les personnes âgées, c'est juste normal, qu'ils meurent, qu'ils soient plus affectés par le virus, système immunitaire plus faible, en tout cas, toutes les raisons qu'ils pouvaient trouver, mais pas question de polluer la vie courante des plus jeunes? C'est multifactoriel. Il y a plein d'études sur qu'est-ce qui fait que les gens qui ont une résistance ou une hésitance au vaccin sont comme ça. Puis ça peut aller de ça peut aller aussi sur le point qu'ils pensent qu'il y a un mépris aussi de la science et un élitisme par rapport à leurs opinions. Il n'y a pas assez d'écoute. Il y a des gens qui sont effectivement très profonds aussi dans les théories de la conspiration. Puis je veux dire, j'ai même vu un article sur une femme, une mère de famille qui a perdu une fille, une de ses enfants de la rougeole. Puis qui a dit, la rougeole, c'est quand même pas si pire que ça. Mes 3 autres enfants ont été affectés, il y en a juste une qui est morte. Oh, les autres qui n'ont pas été si malades que ça, puis qui encore contre le vaccin. Fait que ça va plus loin que juste de l'âgisme. Ils ont fait du dommage, les anti-vax? Oui, mais pour être nuancé, il faudrait aussi dire que c'est vrai que ça a fait du dommage, le confinement, puis on le voit sur la santé mentale populationnelle, les troubles de dépendance aux substances, dont l'alcool, les jeunes. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont des adolescents qui savent que ça a eu un impact aussi de ne pas aller à l'école. Je veux dire, le point avec ce livre-là, c'est juste de dire, on n'a pas pris un moment de pause pour analyser ce qui s'est passé, puis juste faire un debrief. On a juste voulu passer à autre chose. Puis là, on vit tous avec une petite crotte qu'on a besoin d'exprimer. Fait que c'est une erreur d'avoir fait ça. C'est une erreur de ne pas en avoir parlé. Exact. Juste de ne pas avoir fait une analyse sociale. Puis peut-être qu'on avait... Tu sais, c'est pas vendeur politiquement, mais je pense que c'est nécessaire comme société de se poser des questions sur qu'est-ce qui s'est passé. Tout le monde partait avec une bonne intention. Analysons les données. Puis ce travail-là va être fait. Je participe à un projet de recherche pan-canadien d'ailleurs sur ce sujet-là. Mais encore une fois, c'est le côté soins intensifs, c'est le côté être préparé à la prochaine pandémie. Mais globalement, il y a plein de décisions qui ont été prises qu'il faudrait regarder. Mais pour les travailleurs de la santé qui ont été au chevet de patients malades, qui ont vu la mort, qui ont vu des corps en putréfaction, puis qu'on a comme pris pour acquis, j'ai comme l'impression qu'eux n'avaient pas la tribune que vous me donnez pour parler de ce qu'ils ont vécu. Puis ils avaient besoin de se soigner, je trouve. Ils ont soigné pendant la pandémie, puis ils ont besoin de se soigner. L'espèce de PTSD. Puis je leur ai demandé... Choc post-traumatique. Là. Ben Ils oui. sont en choc post-traumatique. Ben Vous oui. diriez beaucoup de travailleurs de la santé Ben au oui. Québec. Oui. Ben oui. Puis je leur ai demandé de s'exprimer. Je leur ai dit, peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec les mots. Devant un micro, vous allez figer. Mais l'art, Ouais. quel est votre moyen de communication? C'est-tu peindre? Il y en a, c'est des poèmes. poèmes. Il y a des dessins magnifiques. Il y a vraiment des gens Il y talentueux. a des sculptures, Ouais. il y a des tableaux. Et vous leur avez remis à plusieurs là, un médaillon, en fait. C'est vraiment très joli et ça représente deux mains tendues, dont une avec un gant bleu de soignant. Ça a été cet écusson-là, une marque de reconnaissance. C'est marqué « Nos anges gardiens ». Pourquoi c'est important pour vous de leur donner un souvenir? L'histoire est drôle, c'est que au début, on voulait juste trouver un moyen d'inciter les gens à aller travailler dans les CHSLD. Alors, Ouais. on revient à quand est-ce que ce médaillon-là a été donné. C'était après la première vague. Pendant la première vague, on voyait qu'il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas aller dans les CHSLD. Ben oui. Le feu était pogné, puis les gens avaient peur de mourir. Puis moi, je suis comme, mais il y a des gens qui sont en train de mourir seuls. Là. Littéralement des corps en putréfaction pendant plusieurs jours parce qu'il manquait de gens, les préposés, les infirmières, les gestionnaires ne voulaient pas rentrer là-dedans. Puis là, moi, je me suis dit, je comprends. Tu sais, je veux dire, au salaire qu'on fait, personne... Tu sais, il n'y a aucun salaire qui Déjà qu'il y avait justifie des la vie. enjeux avant. Ouais! Ouais. Tu vois, je vais rester chez nous. Ben oui. Puis là, je me suis dit,
faut trouver une façon de stimuler les gens. Attends, on va leur donner des chèques, 1000 $ chaque, go. T'sais. Puis là, je me suis dit, il y a 1000 employés. Puis je me suis dit, si on ramasse $1 million à 1000 $ chaque, je pense que, tu sais... Puis là, j'avais fait une campagne de financement, puis on a ramassé 8 000 $ seulement. Puis là, la Fondation a dit, je vais doubler ça. Fait que là, j'étais rendu à 16 $ pour les 1000 employés. J'ai dit, bon, ça, c'est une poitrine de poulet. C'est si la on leur dit Fondation de la merci. Cité de la Santé La Fondation de de Laval. la Cité de la Santé. Là, j'ai dit 16 $ par employé en CHSLD. J'ai dit, c'est une poitrine de poulet. Ils vont manger ça, vont vite l'oublier, vont la digérer, ça va être fini. Mais comment leur faire une marque de reconnaissance qui va rester pour toujours? On a trouvé l'idée du médaillon qui est plaqué or. C'est fait par le graphiste qui fait les médailles de l'Assemblée nationale, par celui qui fabrique les médaillons. Puis la photo représente une vraie photo d'une infirmière, Hélène Ménard, avec qui je travaille, qui tient la main, c'est une infirmière, elle tient la main de son grand-père en CHSLD juste avant qu'il meure. Elle a pris cette photo-là. Puis quand je cherchais la face, un des versants du médaillon, elle m'envoie cette photo-là, j'ai trouvé. On l'a transformé, on l'a fait graver, puis on l'a remis au travers de CHSLD. 1600 personnes, c'est ça? Puis ces gens-là... Ils ont dû être tellement reconnaissants. Ben moi, je suis médecin, je sauve des vies. Ouais. Puis j'ai jamais l'impression d'avoir autant fait une différence qu'en remettant ce médaillon-là. Ah ouais. Les gens... il y a beaucoup de vocations brisées, là. Ouais, les Chez gens nos qui m'ont dit... professionnels de la santé. Ben, oui, c'est venu répondre à... Bon, j'ai l'impression que mon employeur m'a pris pour acquis, il m'a juste envoyé là. Personne n'a souligné le sacrifice que ça représentait. Puis pour la première fois, ce médaillon-là, je me sens vu, je me sens écouté. Puis des gens qui s'effondrent en larmes. Je dis, oh, il y a quelque chose qu'on est allé toucher avec ce médaillon-là. Mais docteur Joseph Dayen, vous mettez le doigt sur quelque chose. Puis je pense que c'est connexe avec le grand sujet du jour, là, qui est où ça s'en va, le réseau de la santé. Les gens sont découragés. C'est rendu qu'il y a des écureuils dans les salles d'opération, dans les corridors de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il y a ça coule du haut, du bas. C'est terrible. Le gouvernement vient de reporter le projet de réfection de cet hôpital-là. C'est un exemple que ça craque de partout. Puis c'est pas du sensationnalisme, là. C'est ce que les gens m'écrivent chaque fois que je parle d'enjeux de santé. Vous qui êtes là-dedans, là, quel est votre constat, votre bilan aujourd'hui? Qui fait mal sa job? Il y a quelqu'un qui fait mal sa job, Dr. Dayen. C'est-tu le ministre de la Santé? C'est-tu l'idée de Santé Québec? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Est-ce que... Je disais tout à l'heure que vous n'aviez pas la langue de bois, fait qu'il va falloir dire quelque chose. Parce que c'est ce que se posent comme question les gens, là. Ben, je peux vous dire, sans aucune hésitation, je ne suis pas gêné de ça, que les gens n'en ont pas pour leur argent. Ce sentiment-là, il est rampant dans la société, je le partage. Tu sais, je suis médecin, mais je suis aussi citoyen. Ouais. J'ai des enfants, des fois je suis malade, puis c'est vrai que c'est difficile d'avoir accès à un professionnel de la santé quand on en a le plus besoin. Ceci étant dit, à la question « qui fait mal sa job ?», moi, je répondrais que tous les matins, je suis sûr que tout le monde dans le réseau de la santé se lève pour faire une bonne job. Ma question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de le faire? Puis c'est la réponse à cette question-là qui fait en sorte qu'on trouverait les solutions au réseau de la santé. Parce que je pense, honnêtement, qu'il y a des merveilleuses choses puis des gens super motivés dans le réseau de la santé. Ouais. Mais j'ai 12 millions d'exemples de non-sens. Mais pour chacun de ces exemples-là, des fois, c'est le politique, des fois, c'est les syndicats, des fois, c'est un professionnel de la santé qui a une mauvaise journée puis qui n'avait pas les valeurs à bonne place. Voyez-vous, Santé Québec, on a compris que c'était ça son travail, répondre à cette question que vous posez, qu'on se pose tous. Première affaire qu'ils font, c'est mettre 4,5 millions de charges supplémentaires sur le dos des Québécois avec une masse salariale de gens dans un organigramme hyper compliqué qui est à l'image de ce qu'on connaît. Fait que c'est comme, voyons, on fait la même affaire. La demande, c'est sûr que ça passe mal d'avoir ça comme ça. Puis, tu sais, je pense qu'on est encore aussi au début de Santé Québec. Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est une bonne idée d'avoir un conseil d'administration qui va être capable de être indépendant du politique, puis d'avoir une vision à long terme sur où devrait s'en aller le réseau de la santé. Puis je suis pas mal de ceux qui croient que plusieurs têtes valent mieux qu'une. Ceci étant dit, je suis pas sûr qu'on a encore vu ça être en place. Moi, je m'attends à ce que Santé Québec dise voici les meilleures pratiques dans le monde, voici comment on va les uniformiser au Québec et voici les économies qu'on va être capable de faire avec ça. Mais là, on l'a pas. Là, on a des coupures qui sont annoncées puis qui sont imposées
qui n'ont pas l'air sans discrimination, du moins sans analyse d'impact que nous, sur le terrain, on voudrait voir. Puis on nous demande d'être partie prenante de ces coupures-là. Puis je pense que c'est pas nécessairement ce à quoi on s'attendrait d'une nationalisation du système de santé comme on est en train de le voir. Ceci étant dit, c'est quoi la solution? Bien, c'est sûr que, tu sais, mettons qu'on le prend d'un point de vue purement économique, là, ça coûte cher le réseau de la santé. Bien, comment est-ce que tu es capable de diminuer les coûts? Bien, offre et la demande. Il faut que tu baisses la demande. Puis là, en ce moment, la demande est infinie. On n'a pas un système de santé, on a un système de la maladie. Tant et aussi longtemps qu'on ne prend pas des actions pour diminuer la maladie en amont, La prévention. la prévention puis la promotion de la santé, bien, on a beau améliorer le système de santé puis les hôpitaux puis les cliniques qui deviennent le plus efficaces possible, s'il y en a encore toujours plus qui rentrent, c'est comme une autoroute. Il y a du trafic, il y a des autos, Tu as beau construire autant de routes que tu veux, plus de monde prennent leur auto, tu vas revenir avec le même trafic. Fait que ça, il faut en amont. Puis pour rejoindre la conversation qu'on avait tout à l'heure, en aval, c'est vrai qu'il y a des coûts extrêmes dans les fins de vie ou dans les maladies très coûteuses. Je donne toujours un exemple de la 8e ligne de chimiothérapie. Je pense qu'au Québec, les gens veulent savoir qu'ils peuvent avoir accès à leur 8e ligne de chimiothérapie. Puis quand l'INES ou quelqu'un dit, ben c'est pas indiqué pour vous, on vous la payera pas, ça sera pas remboursé. Ça fait la première page du Journal de Montréal parce qu'elle fait un GoFundMe puis qu'elle dit aux États-Unis, ils me la donneraient pour 100 000 $. Fait que je sais que l'acceptabilité sociale est peut-être pas là. Mais cette 8e ligne de chimiothérapie à 100 000 $, c'est sûr que c'est beaucoup de soins en première ligne qui sont déficients et qui sont pas investis là. Fait que je pense que les gens sont pas au courant que c'est des vases communicants, mais ça l'est. Puis je pense que c'est ça quand je parlais d'un dialogue social. Tu sais, si j'étais votre médecin, je vous dirais pas, ben vous êtes obligé de prendre ce traitement-là. Vous diriez, ben voyons, tu m'as pas demandé mon avis. Ah, t'as raison, je veux que tu sois un patient partenaire. Mais pour le traitement au réseau de la santé, je pense qu'on devrait avoir une population partenaire. Puis leur demander leur avis sur où sont nos priorités. Docteur Joseph Dayen, c'est toujours très intéressant de vous entendre et ça nous fait beaucoup réfléchir tout ça. Nous continuerons la conversation. Je rappelle ce magnifique livre, Se soigner. C'est un livre d'art et c'est un livre qui montre que l'art aussi, la valeur thérapeutique de l'art dans le milieu de la santé, c'est important. Merci d'avoir pris le temps de venir nous parler. Je rappelle que vous êtes intensiviste au CIS de Laval et professeur de clinique à l'Université de Montréal.